Le 1er février 2021, une jeune américaine prénommée Sandra Birchmore, enseignante auxiliaire de 23 ans, est retrouvée morte dans son appartement à Canton, dans le Massachusetts. Au premier abord, tout semble indiquer qu'elle a mis fin à ses jours. Plusieurs indices orientent la police dans ce sens. Pourtant, son entourage refuse catégoriquement cette explication, pour la simple et bonne raison que Sandra attendait un enfant et préparait avec enthousiasme sa future vie de mère. Peu à peu, l'enquête va basculer grâce à un élément qui va tout bouleverser: la vidéosurveillance. Des caméras qui révèlent l'impensable. Sandra Birchmore naît en mai 1997 et grandit à Stockton, dans le Massachusetts. Orpheline de mère et de grand-mère durant son adolescence, elle doit très tôt apprendre à se débrouiller toute seule. Passionnée par le service public, elle intègre à l'âge de 12 ans le programme Explorers de la police de Stockton, qui est en fait un programme destiné aux jeunes intéressés par le métier d'agent de police. C'est comme ça qu'elle tombe en admiration de ce métier et qu'elle fait plusieurs connaissances, dont la connaissance de Matthew Farwell, l'instructeur du programme. Au moment des faits, Sandra vit à Canton, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Elle vit toute seule, elle travaille comme aide-éducatrice dans une école élémentaire de Sharon. En parallèle, elle suit des cours en soins infirmiers au Massasoit Community College. Elle est célibataire mais enceinte et heureuse de l'être. Elle annonce d'ailleurs la bonne nouvelle à ses proches, fin 2020. Sa cousine Barbara se souvient très bien qu'à cette nouvelle, Sandra était folle de joie, qu'elle préparait déjà l'arrivée du bébé avec des jouets, qu'elle avait déjà réservé un photographe et qu'elle avait fait réaliser une pancarte où l'on pouvait lire ceci: « J'attends un petit être tout neuf, mon propre petit Valentin ». Une pancarte qu'elle affichait fièrement sur ses réseaux sociaux. Mais le 4 février 2021 au matin, l'inquiétude est de mise. Sandra ne se présente pas à son travail à l'école de Sharon. Ce n'est pas une habitude. Inquiète, une collègue appelle les services de police. Des agents effectuent un contrôle à son domicile, la porte n'est pas verrouillée, ils rentrent à l'intérieur et font une découverte tragique. Le corps de Sandra est assis par terre, adossé au mur du salon. Une sangle de bagage est autour de son cou, attachée à la poignée d'une penderie du dressing. L'enquête de police et l'autopsie vont confirmer la mort par asphyxie, et certainement depuis plusieurs jours. Ils décident de classer le dossier. C'est simple, Sandra a mis fin à ses jours. Cette conclusion choque l'entourage de la jeune femme, parce que pour sa famille et ses amis, c'est impossible. Elle était pleine de projets, elle n'avait aucune raison de se donner la mort. Dans l'appartement de Sandra, certains indices vont conforter leurs doutes. En débarrassant ses affaires, ses proches découvrent une affiche qu'elle a faite elle-même où l'on peut lire en anglais « Félicitations, tu vas être papa » avec une image d'échographie du bébé. De nouveaux équipements pour bébé sont également trouvés, une poussette neuve, des vêtements, encore emballés en attente d'être utilisés. Tout semble indiquer que Sandra, clairement, rêvait du futur avec son enfant, et non qu'elle s'apprêtait à mettre fin à ses jours. Pour les proches de la jeune femme, c'est impossible. Mais félicitations, tu vas être papa. Cette phrase, elle est destinée à qui? Qui est le futur papa? Que s'est-il alors passé si elle ne s'est pas donné la mort? Pour essayer de comprendre, les enquêteurs vont se pencher sur ses derniers mouvements. Et les derniers mouvements enregistrés de Sandra se trouvent sur les images de vidéosurveillance de son immeuble, là où elle vit. Selon ses collègues, Sandra quitte son travail peu après l'école. L'après-midi, vers 17h, regardez la caméra de surveillance de l'entrée de son immeuble, la filme.
en train de récupérer, semble-t-il, une commande dans sa boîte aux lettres. Chose importante, elle porte les mêmes vêtements que lorsqu'on l'a retrouvée morte. Ce qui veut dire que c'est ce 1er février, là où on la voit, qu'elle a perdu la vie. C'est ce jour-là. Il est 17h15. 30 minutes plus tard, on la voit sortir quelques instants. Elle revient munie d'une brosse pour déblayer la neige, semble-t-il. On l'aperçoit devant l'ascenseur à 17h46. C'est la dernière fois que l'on voit Sandra vivante parce qu'après ça, on ne la reverra plus jamais. Par contre, regardez, à 21h27, un homme plutôt grand, visage masqué et capuche relevée, entre dans l'immeuble pour en ressortir vers 21h57. Cet homme, les enquêteurs, savent qui c'est. Parce que Sandra en fait a reçu un SMS sur son téléphone portable ce soir-là à 21h15 de Matthew Farwell. Souvenez-vous, l'instructeur dont elle fait la connaissance quand elle a intégré le programme pour découvrir ce métier d'agent de police. Quand elle était plus jeune, elle avait 12 ans quand elle est rentrée dans cette expérience. Un SMS lui demandant s'il pouvait passer la voir. Ce à quoi Sandra aurait répondu que la porte ne serait pas fermée à clé. Matthew Farwell, parlons-en. Il a 38 ans. Il est, depuis 2012, détective au sein de la police de Stockton. Et il avait été instructeur donc dans ce fameux programme Explorers. Mais quelle était vraiment la nature de la relation entre Sandra et Matthew? C'est la question que se posent les enquêteurs, que se posent les proches. Cette relation remonte à longtemps. Sandra intègre, souvenez-vous, le programme Explorers en 2010. Elle a 12 ans à ce moment-là. Farwell est policier et c'est son instructeur. Quelques mois plus tard, en octobre 2012, Matthew Farwell ajoute Sandra sur Facebook. Elle doit avoir à ce moment-là 14 ans. Et au printemps 2013, alors que Sandra n'a que 15 ans, Matthew lui en a 27. Il entame une relation sexuelle avec elle. Relation qui ne peut pas être contestée comme l'atteste cet échange SMS entre Sandra et Matthew. J'avais tellement de papillons dans le ventre le jour où tu as pris ma virginité. Moi aussi, c'était un jour tellement important. Je me souviens encore la date aujourd'hui. Vraiment? Oui, c'est une date que je n'oublierai jamais. C'était le 10 avril 2013, le plus beau jour de ma vie. Moi aussi. Mais selon la loi, il s'agit d'un viol statutaire, puisque la majorité sexuelle aux États-Unis étant à 16 ou 18 ans selon l'État. L'enquête décrit une liaison récurrente. Il se voit en secret. Il se voit assez souvent même dans la voiture de patrouille de Matthew Farwell, pendant qu'il est en service. Il introduit dans leur rapport des jeux violents, notamment des fantasmes d'étranglement. Il la punit par ses pratiques quand elle a de mauvais résultats scolaires ou qu'elle ne respecte pas certaines règles. Sandra reste néanmoins protégée, entre guillemets, par le fait que Matthew est son instructeur et la dissuade de parler à qui que ce soit de leur relation. Au fil des années, Matthew épouse sa femme parce qu'il a une femme en mai 2013 et il devient père, tandis que son frère, William, entre lui aussi dans la police de Stockton. Et vous verrez pourquoi je dis ça dans quelques instants. Son frère rentre dans la police en mars 2017. La relation entre Sandra et Matthew continue, clandestinement, jusqu'à l'âge adulte de Sandra. Mais en octobre 2020, la situation bascule ouvertement. Sandra apprend que la femme de Matthew est enceinte d'un 3e enfant, dont l'accouchement est prévu en février 2021. Elle prend alors l'initiative d'exiger un avenir pour leur histoire. Elle propose à Matthew de concevoir un enfant ensemble en échange de son silence sur leur relation, une sorte de chantage. Elle partage avec lui son calendrier d'ovulation et il planifie un moment pour essayer de tomber enceinte. Mais les tensions s'accentuent. Le 28 décembre 2020, Sandra envoie un message à Matthew Farwell pour lui annoncer qu'elle est enceinte et qu'elle compte garder l'enfant. Dans ce message,
Elle joint la photo d'une pancarte qu'elle a fabriquée elle-même pour célébrer sa grossesse et écrit « Avoir 1 mois de grossesse ». Matthew, dont la femme est alors à 8 mois de grossesse, elle, réagit très mal. Il veut nier toute paternité et refuse de reconnaître l'enfant. Une altercation virtuelle s'ensuit avec des SMS où Matthew accuse Sandra d'avoir tenté de le piéger et lui reproche de menacer de le faire renvoyer si les choses s'ébruitent. Le lendemain, le 29 décembre, Matthew Farwell se rend en personne chez Sandra pour tenter de discuter avec elle. La tension est telle que Sandra écrit à une amie ce jour-là, en lui expliquant qu'elle craignait presque qu'il la frappe lors de leur échange. Il l'a prise au niveau du cou pour lui confisquer son téléphone, c'est ce qu'elle raconte. En janvier 2021, Sandra se confie même à 2 amis, expliquant que Matthew était devenu brutal et haineux. Une amie va rapporter à la police qu'elle lui aurait déclaré qu'il souhaitait sa mort et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé. L'autre amie raconte qu'un jour, elle lui avait confié qu'il l'avait brusquement claqué au sol sous prétexte que l'enfant à naître n'était pas le sien. Les 2 amis ont bien sûr conseillé à Sandra de mettre fin immédiatement à cette relation, mais elle avait trop peur de Matthew. En tout cas, en dépit des menaces, Sandra conserve son bébé. Elle planifie même des achats et des rendez-vous pour l'enfant. Elle prend la résolution de dévoiler la grossesse publiquement à la Saint-Valentin 2021, comme on l'a vu. Le mois de janvier 2021 va voir Sandra continuer sa vie avec prudence mais détermination. Elle prend rendez-vous à l'hôpital pour le futur suivi de grossesse. Elle se prépare pour la naissance. Elle recherche une babysitter pour ses chats. Elle commande des équipements pour le bébé. Elle a plein de projets de photos de naissance. Et pendant ce temps-là, Matthew Farwell s'absente parfois du poste de police pour la voir. Mais il y a cette question, comment se fait-il que Matthew continuait de venir voir Sandra ? Parfois, il s'absentait de son poste pour aller la voir. Ça a été le cas par exemple le 24 janvier, c'est en tout cas ce que Sandra a confié à l'une de ses amies. Il est venu chez elle vers 21h, il lui a même apporté une bière au gingembre. Il lui a demandé une clé de secours. Il a aussi fouillé dans ses placards, c'est ce qu'elle a raconté. Il connaissait même le code d'accès de son immeuble en copropriété. Il avait tous les éléments pour rentrer dans cet appartement. Le poids de ces révélations et les images de vidéosurveillance vont pousser les enquêteurs à rouvrir le dossier. On apprend alors que le 20 janvier précédent, une amie de Sandra avait appelé la police de Stockton pour signaler, je cite, une relation amoureuse entre Sandra et un officier de police. Cette information n'est jamais parvenue aux enquêteurs de Kenton. Tout simplement parce que Matthew a bloqué cette information. Il ne voulait pas du tout que ça s'ébruite. Il savait qu'il n'était pas dans la légalité. Regardez et écoutez encore une fois cet échange SMS que j'ai pu retrouver sur Internet qui intervient quelques heures après qu'une amie de Sandra ait appelé le poste de police de Matthew pour dénoncer cette relation. Ta putain d'amie a appelé mon boulot, Sandra. Ton amie, elle vient juste d'appeler mon putain de boulot pour se plaindre de moi. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux dire par j'en sais rien ? Je viens littéralement de me réveiller. T'as volé quelque chose à cette personne ? Non. Alors qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as aussi dit que personne n'était au courant pour nous. Pourtant, elle a dit qu'on couchait ensemble. C'est littéralement rien. Ce n'est pas rien. Elle a appelé mon boulot. C'est dingue. Pourquoi elle appellerait et balancerait mon putain de nom, Sandra ? Quel est le rapport avec toi ? T'as même pas idée à quel point ce qu'elle a fait est grave. Je n'arrive littéralement pas à croire que tout ça est vrai. Genre, qu'est-ce que je dois encore craindre maintenant ? Quel autre ami va faire un truc demain ? L'enquête fédérale reprend tous les éléments, y compris d'anciens indices. Les policiers interrogent Matthew Farwell dès le 6 février 2021. Celui-ci paraît surpris. Il admet être venu chez Sandra la veille de sa mort vers 21h, c'est ce qu'il raconte, pour lui apporter un cadeau. Mais il réfute toute implication dans cette tragédie. Il prétend que leur relation sexuelle a commencé seulement en 2020 et qu'elle était occasionnelle, 2 ou 3 fois l'année. Et surtout, il nie être le père de l'enfant, affirmant faussement qu'il n'avait pas eu de rapport depuis octobre 2020. Ces explications se contredisent assez rapidement. Dans les jours qui suivent, Matthew Farwell va devoir fournir son téléphone personnel aux enquêteurs et les autorise à examiner son téléphone de service. On découvre qu'il cherchait sur Internet des éléments. Par exemple,
Il a tapé comment récupérer des messages supprimés. Et surtout, on découvre qu'il avait demandé à Sandra de supprimer plusieurs échanges de SMS au fil de leur liaison. Ça figure sur son téléphone portable. Par ailleurs, l'enquête récolte de nombreux témoignages et des pièces du dossier. Les SMS de Sandra, par exemple, confirment clairement qu'elle avait bel et bien prévenu Matthew de sa grossesse et qu'il avait réagi violemment. C'est noir sur blanc. Le 29 janvier, par exemple, elle exprime sa peur après l'avoir vu fouiller ses placards. C'est un SMS qu'elle envoie à l'une de ses amies. Elle envisage, encore une fois, dans ce SMS, de révéler leur secret. Et Matthew a répondu violemment qu'elle le ruinera si elle ne coopère pas. Plusieurs amis de Sandra confirment avoir été témoins de ses confidences. Ils rapportent que Sandra leur a bel et bien dit qu'après avoir annoncé sa grossesse, il l'avait placée en prise d'étranglement, c'est ce qu'elle leur racontait. Et elle leur a affirmé qu'il souhaitait qu'elle soit morte. Vous allez voir que l'histoire va beaucoup plus loin que ce meurtre, que le meurtre de Sandra, parce qu'en parallèle, l'affaire révèle un contexte beaucoup plus large. Écoutez bien, en septembre 2022, un rapport interne de la police de Stockton a conclu que Matthew Farwell, son frère William, qui, souvenez-vous, est rentré dans la police un petit peu plus tard, et leur superviseur Robert Devine, avaient enfreint les règles déontologiques avec Sandra. William Farwell y est accusé d'attouchements inappropriés multiples et d'avoir envoyé des SMS et des photos explicites à Sandra pendant son service. Les traces autour du corps de Sandra indiquent clairement une mise en scène. L'investigation a noté que l'étranglement par suspension, c'est-à-dire la sangle sur le placard, pouvait effectivement imiter le fait qu'elle ait mis fin à ses jours, mais certains points de procédure ne collent pas. Sandra n'avait clairement pas l'intention d'arrêter sa vie. Les images de vidéosurveillance montrent clairement un homme qui tente de dissimuler son identité et qui fait un passage assez court finalement dans cet immeuble. Tout porte à croire que l'identité de cet homme, c'est Matthew Farwell. Et surtout, le jour de sa mort, Sandra a fait faire un double de clés pour donner à l'une de ses collègues pour qu'elle puisse de temps en temps venir l'aider quand elle ne pourrait pas, notamment quand elle sera avec son bébé. Ça veut tout dire, ça veut clairement dire qu'elle avait l'intention de vivre. En plus de ça, il y a un indice révélateur qu'on a retrouvé dans l'appartement, c'est cette fameuse pancarte où on peut lire « Félicitations, tu vas être papa » avec une image d'échographie du bébé. On la voit photographiée dans les documents judiciaires. Ce motif souligne le désir de Sandra d'être mère, encore une fois, ça a été montré lors du procès. Contraste frappant avec l'idée qu'elle aurait voulu mourir. Cela suggère aussi que l'annonce était destinée à Matthew lui-même, renforçant ce mobile de vouloir la supprimer pour éviter un scandale. Au total, les enquêteurs fédéraux parviennent en 2024 à monter un dossier solide. Selon l'acte d'accusation, Matthew Farwell a étranglé Sandra Birchmore le 1er février 2021 pour l'empêcher de révéler qu'elle était enceinte et qu'il était le père du bébé. Il aurait ensuite arrangé la scène pour faire croire qu'elle a mis fin à ses jours. Pour les procureurs, cette disparition tragique n'était pas un désespoir de mère, mais le fruit d'un plan criminel. La réouverture de l'enquête, donc, et l'inculpation en 2024 ont suscité une vive émotion au sein de la communauté. La ville de Kenton, déjà secouée par d'autres affaires, a fait réaliser un audit indépendant de la police locale. Celui-ci, qui a été publié fin 2024, a reconnu que les officiers de Kenton avaient suivi les procédures de base pour préserver la scène du crime. Mais cet audit a critiqué le manque de suivi des pistes, notamment des nouvelles pistes qui sont arrivées après. On y révèle notamment que le 6 février 2021, des témoins, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont informé la police que Sandra fréquentait un policier. Un policier qui aurait dit clairement qu'il s'occuperait du problème si Sandra n'avortait pas. Évidemment, après ces révélations, après cet audit, il y a eu plusieurs réunions qui ont été organisées au sein de la ville et certains résidents ont exprimé leur inquiétude par rapport à ça et ont surtout réclamé plus de transparence de la police. Un élu a même déclaré qu'il souhaitait recoller les morceaux de la confiance au sein de la communauté.
Sur le plan judiciaire, les poursuites se sont concentrées donc sur Matthew Farwell. Le 28 août 2024, il est inculpé au niveau fédéral d'exécution d'un témoin ou d'une victime. À Boston, lors de sa comparution initiale, il plaide non coupable. La charge retenue prévoit une peine maximale, très sévère, la perpétuité, voire la peine de mort en cas de condamnation. Matthew reste détenu en attendant son procès. Entre-temps, il a perdu évidemment son emploi. En mars 2023, il a été officiellement radié de la force policière du Massachusetts, ce qui lui interdit tout futur emploi dans l'application de la loi. De leur côté, le père de Sandra a engagé, lui, une action en justice pointant du doigt les autorités de Stockton et la ville pour négligence grave dans le recrutement et le contrôle de ses officiers. Vous l'avez vu à travers cette vidéo, cette affaire tragique de Sandra mêle drame personnel et défaillance institutionnelle. De l'apparente tragédie intime, une femme enceinte trouvée morte chez elle, s'est lentement dégagée l'évidence d'un crime odieux planifié par un policier abusant de son pouvoir. Les détails de la relation entre Sandra et Matthew Farwell, initiée pendant son adolescence et entretenue secrètement pendant 10 ans, ont fini par bouleverser l'enquête. Les enregistrements de caméras, les SMS échangés et les confidences de Sandra à ses proches ont permis de retracer sa détresse et la menace qu'elle représentait à tort pour Matthew Farwell. Aujourd'hui encore, l'enquête en cours et les procédures judiciaires attendues doivent faire la lumière complète sur les responsabilités. En résumé, l'affaire Sandra Birchmore illustre comment un homicide déguisé en suicide peut rester masqué si les alertes ne sont pas traitées avec rigueur. Elle rappelle l'importance de l'examen critique des scènes de crime et des enquêtes, et souligne les dérives possibles quand un policier, censé protéger, devient un suspect. Qu'adviendra-t-il de la mémoire de Sandra ? Les juges américains devront décider si elle reposera en paix, tandis que son souvenir sert déjà d'exemple pour réclamer plus de justice et de transparence dans la police. Voilà, c'est la fin de cette histoire qui me rappelle une autre affaire que j'avais abordée sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a plus de 2 ans maintenant. L'atroce affaire Sarah Everard, où là aussi c'était un policier qui avait traqué Sarah pendant le confinement, même si le contexte est différent de celui-ci. On avait aussi un policier mêlé à cette tragédie. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo si ce n'est pas encore fait, si vous ne l'avez jamais vue, parce que l'histoire, je me souviens, vous avez traumatisé et m'avait aussi traumatisé. C'est vrai que cette histoire était absolument horrible parce que en plus il avait utilisé, ce policier, sa fonction de policier. Je crois qu'il avait prétexté un contrôle pendant le confinement. Bref, absolument horrible pour enlever Sarah, et après la suite, vous la connaissez. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.